Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le lémurien. Du sacré et de la malédiction. Note de l'auteur. Lors de la première écriture de ce travail en 1994, venait de paraître l'ouvrage collectif Lemur of Madagascar coordonné par Russell A. Mittermeier. Le guide fut réédité en 2010 pour la 3e fois. L'engouement scientifique pour les lémuriens avait pris avec Jean-Jacques Peter dans les années 70 un essor considérable. L'infraordre des lémuriformes comptait alors 53 espèces et sous-espèces différentes de lémuriens malgaches actuels, et 11 espèces et sous-espèces de lémuriens fossiles. Aujourd'hui, 101 espèces vivantes, réparties en 5 familles et 15 genres, et 17 espèces fossiles ont été identifiées. La taxonomie des lémuriens a été considérablement modifiée ces 10 dernières années, notamment par l'amélioration des analyses phylogénétiques. De nombreuses sous-espèces de lémuriens sont passées au rang d'espèces à part entière et des espèces nouvelles ont été découvertes. Si cette nomenclature n'est pas reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique elle révèle quoi qu'il en soit l'extraordinaire diversité et prolifération de formes de ces animaux, ainsi que l'intérêt grandissant pour leur conservation. On estime en 2010 que 90% du couvert forestier de l'île a disparu au profit des activités agricoles, de l'élevage, des industries minières et de la coupe de bois rare 3. Les lémuriens qui au fil des siècles de leur évolution avaient conquis toutes les niches écologiques de Madagascar, n'occupent plus dès lors que 10% du territoire malgache, soit 60 000 km². Sur cette surface, on compte 18 parcs nationaux, 5 réserves naturelles intégrales et 23 réserves spéciales. À la suite de mon premier terrain d'investigation dans le cadre de ma 5e année d'études en anthropologie sociale, d'autres travaux ont vu le jour et me permirent de confronter ma première étude sur les relations hommes-lémuriens essentiellement élaborée à partir de références bibliographiques à des données ethnographiques recueillies au fil des terrains depuis une quinzaine d'années. Cette nouvelle édition de Le Lémurien, du sacré et de la malédiction suit les évolutions des avancées taxonomiques des prosimiens de Madagascar et propose une nouvelle grille synthétique des noms vernaculaires des lémuriens. Elle s'est également enrichie de quelques compléments ethnologiques et bibliographiques. Raat Tsy Marina Isani. Sisamavandi Farantslo. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui suis menteur, mais les anciens d'autrefois. Proverbe malgache. PREFACE. C'est un fait indubitable. Madagascar mise sur le tourisme et les faiseurs d'argent que sont les officines à voyage utilisent ce qui fait l'originalité du pays pour en tirer des dividendes. Parlez de la grande île, la mise en route des clichés est opérée, et l'on vous sortira aussitôt des brochures voire des affiches débordant de lémuriens tout plus mignons les uns que les autres. Les lémuriens, tous les lémuriens sont à la mode. Madagascar n'a pas de grandes et belles ruines à vous offrir. En écho à Madagascar on pense au temple d'Asie du Sud-Est, mais sa nature est unique au monde et sa faune comme sa flore constituent une bonne raison pour s'y rendre. Pourtant rares ont été les auteurs de monographies depuis que l'on écrit sur Madagascar, qui ont jeté un regard sur ces prosimiens dont l'ancêtre vieux de 40 millions d'années a été retrouvé il y a moins d'un demi-siècle en Amérique. Ce n'était cependant pas par manque d'intérêt pour cet animal dont les chroniqueurs arabes avaient déjà donné le portrait à l'occasion de l'évocation de l'île Kmr. Il y a de même des bêtes à figure ronde, ressemblant à la figure humaine, les oreilles minces et longues, la peau rayée en bandes rouges et blanches, dit Masqui, XIIIe siècle. Le français, Étienne de Flacourt au milieu du XVIIe siècle, en fit le rappel. C'est un animal grand comme un veau de 2 ans qui a la tête ronde et une face d'homme, les pieds de devant comme un singe et les pieds de derrière aussi. Il a le poil frisotté, la queue courte et les oreilles comme celles d'un homme. La taille de l'animal ne laisse aucun doute sur la nature de l'animal qui aujourd'hui a disparu. Il s'agissait probablement de Megaladapis, espèce subfossile. Ce n'est pas le moindre mérite de Claire Harpet d'avoir pris conscience de ce vide scientifique. Certes, bien avant elle, d'éminents chercheurs s'étaient intéressés aux comportements sociaux de ces lémuriens. Je me rappelle entre autres Jan Tattersall qui passait ses jours et ses nuits à étudier le Holmur fulvus de Combani, Mayotte, en 1973 à 1975 pendant que je menais des prospections archéologiques en Petite Terre,
mais aussi Alison Joly qui s'intéressa aux populations de la réserve de Berenti le long de la Mandrare, sans bien sûr oublier tous nos collègues français, Peter Ladic, des institutions nationales. Claire Harpet se fixa pour devoir préalable, et cela seulement dans un premier temps, de recenser dans la littérature toutes les occurrences des relations entre hommes et lémuriens, quand bien même elles fussent maigres, ce qui était souvent le cas. Son intention était de couvrir tout le territoire et toutes les espèces de lémuriens, et de dresser ce tableau compilatoire du savoir. Le dépouillement opéré, sa démarche consista à tenter d'essayer de dégager des dominantes comportementales non pas des lémuriens comme l'auraient fait nos collègues spécialistes des lémuriens, mais bien de l'homme, des groupes malgaches, en fonction des groupes animaux rencontrés et des lieux. On peut se demander pourquoi l'étude de cette relation entre l'homme et les lémuriens n'a pas été menée plus tôt, tant on sait combien les malgaches entretiennent avec certains animaux, zébus, crocodiles, des relations privilégiées, même si elles peuvent être redoutées. Il est possible que cette réticence à opérer ce questionnement sur toute forme de vie ressemblant trop à l'homme tienne au fait qu'il déclenche un rapport ambigu entre fascination et peur. Comme si ce que l'on regarde parce que cela nous ressemble et qui nous regarde en retour engageait notre propre identité. Les navigateurs arabes, nous l'avons dit, rencontrèrent ce problème. Ils le résolurent parfois en reconduisant la réponse qui avait donné les populations autochtones de l'insulinde qui faisaient des grands singes, orang-outans, gibbons, des hommes et non pas une espèce différente. La preuve en est apportée par le nom qu'ils avaient donné à l'un d'eux, orang-outan, homme des forêts. C'est peut-être cette ambiguïté due à cette relation d'interface entre altérité et parenté qui est à l'origine du problème, d'une forme de renoncement, non pas à étudier l'autre, le lémurien, mais à retarder l'analyse de l'approche relationnelle homme-prosimien. Il va de soi que Claire Harpet n'entend pas se contenter de ce travail de collecte d'indices souvent ponctuels, et de cette première réflexion qui a déjà pourtant permis de dégager deux comportements antithétiques diamétralement opposés, prenant en compte la relation duelle aux ancêtres, fastes, et aux esprits maléfiques. Elle entend, à partir de ces jalons dégagés de la littérature anthropologique, lancer des enquêtes de terrain à Mayotte et dans le nord-ouest de Madagascar pour vérifier les affirmations livrées par nos illustres prédécesseurs. Le temps s'étant écoulé, il est probable que des changements se seront opérés, des atténuations auront sans doute rendu moins apparents les constats faits au début du siècle. Il n'est pas non plus exclu que ces enquêtes relèvent des improbabilités factuelles. Il importera alors de faire le départ entre ce qui est le résultat du changement ou le constat de l'erreur. L'écart sera plus ou moins grand entre les deux relevés, mais c'est l'interprétation de cet écart qui nous renseignera sur la lecture qui peut être faite de populations à l'épreuve d'un siècle de temps passé. En un temps où l'homme comprend combien il est inscrit dans la planète qui le porte et combien il lui est un devoir de se lire dans la relation qu'il entretient avec son environnement menacé, la faune et la flore, le travail de Claire Harpet tombe à point. On ne peut qu'encourager cette jeune chercheuse qui, après avoir montré que dans un temps passé, les lémuriens étaient ceux que l'on vénérait ou que l'on redoutait, voit bien que d'autres rapports se sont installés ou sont en passe de le faire entre ces deux espèces apparentées par-dessus les millions d'années. Claude Alibert, directeur du département. Afrique, Institut national des langues. Civilisation orientale. Introduction. Difficile de se représenter l'étendue et la richesse zoologique et floristique d'une planète qui compte aujourd'hui 5 continents autour desquels sont satellisés une multitude d'îles et d'îlots, que l'insularité a longtemps protégée d'une invasion sélective et parfois destructrice. Difficile de s'imaginer, si loin de ces terres auréolées d'eau, la vie qui grouille dans l'antre de ces immenses forêts si riches d'espèces endémiques, mères et protectrices, infranchissables et secrètes. Difficile, plus encore, de rechercher l'équilibre social sans menacer l'équilibre naturel. Et nombreux sont les scientifiques à l'aube de ce second millénaire, qui tentent avec passion et détermination de concilier voire réconcilier nature et culture, de faire admettre que ces deux concepts, qui tant de fois et si longtemps ont été qualifiés d'antinomiques, d'incompatibles, sont tout au contraire complémentaires. Difficile d'expliquer que protéger la faune et la flore, c'est en même temps préserver l'équilibre de cultures qui maintiennent un lien originel avec le monde naturel qui les entoure. Car au cœur de ces structures sociales que l'on dénommait autrefois animistes et qui disparaissent les unes après les autres,
englouti par le monde moderne, le visible et l'invisible se mêlent et se confondent. Une généalogie mythique transforme soudain l'animal en ancêtre, la végétation en repère sacré. Véhiculé par une forte tradition orale, le surnaturel prend vie au cœur d'une forêt mystérieuse et sauvage. Dès son émergence à l'humanité, l'homme des temps préhistoriques chercha à soumettre la nature à ses besoins. Au cours de sa remarquable évolution, notre ancêtre, mammifère primate placentaire au même titre que le chimpanzé, dut faire face tout d'abord aux phénomènes climatiques et écologiques qui conditionnèrent fortement son mode de vie. Bientôt, le processus d'hominisation le conduisit à la station verticale, mais également à la libération de la main, au raccourcissement de la face et bien sûr à l'augmentation de sa capacité crânienne. Confronté à un environnement parfois hostile et menaçant, améliorant sans cesse ses techniques de chasse et de piégeage, puis d'élevage et de culture, l'homme, à la recherche d'une qualité et d'un équilibre de vie sociale, s'est progressivement constitué un système cohérent et articulé qui ponctua et détermina son existence ici-bas et celle de l'au-delà. L'art pariétal conserve de merveilleux exemples de la créativité de l'homme, se démarquant du monde animal. Les nombreuses fresques picturales, bouleversantes de vérité, nous livrent la vie des chasseurs de rennes et de bisons. Elles nous transmettent la conception de nos ancêtres à l'égard de leur environnement et l'intérêt qu'ils prenaient à se situer par rapport aux animaux. Préhistoriens et anthropologues sociaux ont très vite saisi cette relation de l'homme et de l'animal et cherché à en dégager les composantes essentielles. Leroi-Gourhan essaie de comprendre le rôle tenu par la représentation animale magique dans les grottes, tandis que Lévi-Strauss met en évidence dans les mythologies amérindiennes la place occupée par les animaux du nouveau continent, jaguars, serpents, tatous, etc. Tout se passe comme si l'homme tentait un retour sur ses origines, pour saisir son propre fonctionnement face à son animalité primordiale. Lévi-Strauss déclarait « Devant tant de précision et de minutie, on se prend à déplorer que tout ethnologue ne soit pas aussi un minéralogiste, un botaniste et un zoologue, et même un astronome. 5. L'ethnozoologie, à la suite de l'ethnobotanique, marie ainsi science de l'homme et de l'animal. En pleine expansion, elle s'attache à l'observation, à l'analyse des différentes relations qu'une société déterminée a établies avec la faune sauvage et domestique. Chaque société humaine s'inscrit de cette façon au sein d'un vaste ensemble relationnel dicté par des règles de conduite, par des croyances, des coutumes directement ou indirectement liées à des schèmes classificatoires qui représentent l'univers naturel et social sous forme de totalité organisée. La taxinomie zoologique varie d'une culture à l'autre en fonction de la faune qui s'y rapporte et de la nature des relations homme-bête. Les animaux sont inscrits dans une logique classificatoire qui lie leur sort à celui des hommes et détermine leur rang dans la hiérarchie du règne animal. Madagascar est un lieu privilégié pour notre discipline. À la frontière du naturel et du surnaturel, des traditions et du modernisme, une dualité troublante transparaît au cœur de ce pays aujourd'hui l'un des plus pauvres du globe. Tenter de mettre au jour les contes et les rites ancestraux qui se rattachent invariablement au monde naturel, c'est peut-être, pour l'ethnologue autant que pour le zoologue, l'écologue ou l'économiste, chercher une issue à cette paupérisation croissante. Ainsi, en tenant compte de l'âme et de la survivance de ces traditions, la civilisation malgache pourrait dans un premier temps émerger d'une longue crise d'identité. Comme toute île, Madagascar bénéficie d'un écosystème particulier, unique et renferme une multitude d'espèces endémiques à l'origine de mythes et de rites spécifiques. C'est ainsi que le lémurien, à l'arrivée des premiers peuplements humains au début du premier millénaire de notre ère, participa à l'élaboration de la culture malgache. De la branche des prosimiens, l'infraordre des lémuriformes a fait l'objet au cours du siècle dernier d'un extraordinaire intérêt de la part des scientifiques. En ce début du XXIe siècle, la classification des lémuriens a connu un grand remaniement. On compte aujourd'hui 101 espèces vivantes de lémuriens dans l'océan Indien dont 2 sur les îles Comores, Anjouan, Molly et Mayotte. L'isolement géographique de l'île a permis la survivance de ces animaux qui ont disparu partout ailleurs, dont quelques-uns ont conservé un mode de vie nocturne tout comme les premiers mammifères, alors que d'autres s'adaptèrent secondairement à la vie diurne en l'absence de prédateurs véritables et de primates simiens concurrents. L'île fournissait un refuge idéal pour le développement ultérieur des lémuriens et de leur profusion de formes.
L'archéologie nous livre les restes de subfossiles de grands lémuriens, et par là même nous permet d'établir des hypothèses concernant les premiers modes de rapport entre les animaux disparus et l'espèce humaine. L'étude des contes et des récits nous renseigne sur les différentes relations d'hier jusqu'à aujourd'hui entretenues entre l'homme et l'animal, assurant un lien avec les coutumes ancestrales. Les ethnies malgaches, qui constituent déjà en elles-mêmes un important brassage culturel, conservent un lien profond avec leur passé. Dans leurs pratiques agricoles et médicales, l'héritage des aïeux est prédominant. Les végétaux sont utilisés pour les besoins de la médecine ou de la sorcellerie. Les animaux parlent et conseillent les hommes à travers les contes et les fabliaux. Les âmes des disparus vivent au cœur du monde végétal et animal. L'au-delà participe à la vie d'ici-bas par le maintien des rites et des croyances funéraires. Les esprits flottent autour des habitations, ils veillent ou à l'inverse maudissent les vivants. Car le repos éternel se mérite et nombreux sont les revenants néfastes qui parcourent l'obscurité à la recherche d'un corps disponible. Les liens que les Malgaches entretiennent avec les Maquis, nom générique utilisé pour désigner les Lémuriens, sont tout aussi frappants que ceux qu'ils maintiennent avec leurs ancêtres, Razana. Parfois directement apparentés à l'espèce humaine à travers les récits, les plus grands lémuriens sont vénérés et fadis, interdits à la chasse et à la consommation. Parfois reconnus pour leur esprit malin et curieux, ils sont sacrés et respectés comme héros protecteurs. Ou bien tout au contraire, ils inspirent la terreur et leur présence annonce le danger et le malheur. Ces liens multiples et antagonistes ont tous une signification, que nous nous proposons d'approfondir dans ce travail. À la recherche des anciennes croyances malgaches évoquant le lémurien, nous nous sommes dans un premier temps attachés à un recensement minutieux des écrits des voyageurs occidentaux et des colons. Certes, ces derniers manquent très souvent d'objectivité voire de respect à l'égard des populations malgaches, et leurs récits sont empreints d'un profond ethnocentrisme à la limite du supportable. Il n'en demeure pas moins que ces textes, expressions d'une époque, sources historiques, nous ont livré de précieux renseignements sur les relations entre coloniaux et colonisés d'une part, et entre autochtones et lémuriens d'autre part. Préambule d'un vaste projet ethnozoologique, cet ouvrage a pour vocation de mettre en lumière les rapports que les hommes de la Grande Île, dans la cohérence de leur philosophie, entretiennent avec les lémuriens. Première partie, les ANCETRES veillent. Dans la vie quotidienne malgache, les morts sont omniprésents. Sur l'ensemble de l'île, des lieux réputés sacrés sont réservés aux morts, ou plus exactement à l'âme des morts. On les appelle Tanindolo, domaine des esprits, Antara, abîme d'eau glacée où se réfugient les pouvoirs des défunts. Ni fin ni rupture, la mort est un passage, un changement d'univers. Elle est aussi un sujet incontournable pour la compréhension de ce travail, car d'elle découle toute la pensée malgache. De la mort du corps à l'envol de l'âme, de la vie terrestre à celle de l'au-delà, de l'aïeul défunt à l'ancêtre protecteur, du criminel au revivissant, nous passons de manière imperceptible du palpable à l'insaisissable, du visible à l'invisible. La conception malgache du monde commence par la représentation que les sociétés de la Grande Île se font du surnaturel et de leur rapport aux morts. Le monde des ancêtres veille sur le monde terrestre, végétal et animal. Il procure aux arbres et à certaines bêtes des pouvoirs surnaturels que les hommes redoutent ou se concilient. La terre malgache est riche de plantes médicinales, elle est aussi gardienne d'animaux endémiques divers, notamment les lémuriens qui, dans la classification traditionnelle, tiennent une place de choix, nous laissant déjà présager des liens culturels et mythiques qui les unissent aux populations de Madagascar. 1. Les esprits de l'au-delà. Prendre soin de ces morts à Madagascar, c'est assurer bien-être aux vivants. Il est surprenant, au détour d'un chemin, de croiser un cortège joyeux et coloré aux allures de fête, où les corps des décédés circulent et dansent au milieu des vivants. Tel est le Famadihana, retournement des morts, qui se pratique sur tout le territoire malgache. Cette cérémonie, au cours de laquelle le ou les membres dernièrement disparus reçoivent un nouveau lambassis, remplit surtout un rôle social, car elle maintient la cohésion au sein d'une famille, plus encore si c'est le mort lui-même qui depuis l'au-delà apparaît en songe à ses descendants.
Rasana et Raisana égale ancêtre unificateur. Il signifie ainsi qu'il est temps pour lui de sortir du tombeau, de participer aux fêtes familiales données en son honneur, d'être présenté aux nouveaux venus et enfin de changer de linceul. 1. Les morts sont bien vivants. Les mythes malgaches s'accordent à dire que la mort est, soit la conséquence d'une désobéissance à un ordre précis que les hommes auraient reçu de Dieu, soit un choix délibéré de la part des humains malgré l'avertissement divin qui devait leur être fatal. Un mythe raconte en effet que Dieu donna le choix aux premiers hommes entre avoir des enfants et mourir, ou bien vivre éternellement sans procréer. Les hommes choisirent d'avoir descendance. Depuis, la mort les arrache à l'existence terrestre, mais leur progéniture est là pour les honorer et leur offrir une digne sépulture. 7. A. Les Malgaches face à la mort. L'homme occidental pourrait être offusqué de l'intimité entretenue par les Malgaches à l'égard d'un cadavre. Ces derniers sont au cours du Famadhyana pratiqué sur les hautes terres, manipulés par les vieux comme les jeunes sans répugnance aucune, mais au contraire avec tendresse. On leur parle, on les invite à participer aux festivités. La mort est omniprésente dans la culture malgache. De ce fait s'explique la multitude des tombeaux, entourés ici de véritables jardins en terrasse, décorés là de chefs-d'œuvre de sculpture ou de gravure. Des pierres dressées ou des obélisques sur les hautes terres, des statues d'inspiration apparemment érotiques dans le Grand Sud ou des exploits héroïques peints sur les enceintes des tombeaux, des pirogues emboîtées 2 par 2 simplement posées au bord des routes le long de la côte est, des grottes interdites dans les murailles de l'Ankarana dans le nord, ne sont en réalité que l'expression concrète de la civilisation malgache que domine l'idée de l'au-delà. Nous ne pouvons en effet comprendre la psychologie malgache sans nous être au préalable détachés de nos critères occidentaux que rebute le concept de mort. La mort, Mati, rattachée au cadavre à Madagascar n'inspire aucune répulsion, contrairement à ce que prétendait H. Webster 8. Elle n'est pas synonyme de décomposition ni de fin en soi. Elle est au contraire le passage dans une autre vie, le commencement d'une nouvelle existence symbolisée sur les tombeaux Mahafali, ethnie côtière du sud-ouest, par la statue d'un mijois, oiseau mythologique censé transporter les morts dans l'Ankoatra, l'au-delà. À son décès, l'individu change de nom, il ne meurt pas, il renaît. Louis Mollet établit d'ailleurs un parallélisme entre la croissance de la personne et son acquisition progressive à l'état d'adulte, son intégration dans la famille que caractérise le plein exercice du libre arbitre de chaque individu au sein du groupe, et l'évolution des morts qui, de cadavres, Fati, deviennent ancêtres, Rasana 9. Le défunt ne disparaît pas, il n'est pas rejeté par les siens, encore moins oublié. Son âme se libère seulement de son enveloppe terrestre, le corps, pour intégrer le monde du surnaturel, le monde de l'au-delà. Et cette autre vie après la mort est autant sinon mieux considérée que l'existence ici-bas, car le défunt qui accède au rang d'ancêtre est en mesure d'assurer aux vivants sa protection. D'où les soins prodigués aux morts par leurs survivants. Mais la vie dans l'au-delà dépend de celle menée. Planche numéro 1, le mijois. Sur terre et certains disparus devenus âmes maudites et errantes, ne jouissent pas d'une bonne et envieuse renommée. Cependant, quel qu'il soit, le mort accède à une puissance surnaturelle bonne ou mauvaise que les vivants redoutent. L'homme malgache, au cours de sa vie, sera donc soucieux d'éviter ou de se concilier les esprits des morts. Ce n'est pas sans raison en effet, que sorciers et magiciens maintiennent leur place au sein des populations locales et que charmes et amulettes sont toujours en vigueur pour éloigner les puissances surnaturelles. Mais avant d'aborder plus avant la relation entretenue par les Malgaches avec leurs morts, il convient de se familiariser avec le vocabulaire utilisé à cet effet, et qui, par sa diversité, révèle d'ores et déjà une attitude complexe et ambiguë des populations de la Grande Île face à l'au-delà. Si les langues européennes, pour évoquer les éléments immatériels apparentés au monde surnaturel, disposent d'un riche vocabulaire, la langue malgache n'a rien à leur envier et possède toute une palette de mots dont les sens sont voisins les uns des autres et dont il est indispensable, pour la compréhension de notre sujet, de rechercher et de retenir les nuances parfois presque imperceptibles. B. L'âme immortelle. Les Malgaches croient que les humains sont constitués d'un élément matériel et visible, le vatana, le corps, et d'un ou plusieurs éléments immatériels exprimés par différentes acceptions auxquelles correspond en français avec une grande imprécision le mot âme. Même si aujourd'hui,
Le vocabulaire malgache employé pour définir ce qui ne se voit pas s'est considérablement appauvri, les anciens sont encore là pour remettre bon ordre. L'âme malgache suit en effet un cheminement précis et à chaque étape s'applique un terme spécifique. C'est ainsi que depuis sa naissance et après sa mort, l'homme subit de nombreuses transformations physiques mais surtout spirituelles, car l'âme survit à l'enveloppe chamelle et sa route sera longue encore avant de se fixer définitivement. Cette âme n'est autre qu'un éclat de divinité, Silakandriya Manitra, incarné dans un corps d'homme pour un temps limité. Ce copeau de Zanahari, Dieu créateur, doit traverser des stades successifs avant de rejoindre le tout dont il est issu. Ce sont ces étapes que nous nous proposons présentement de définir. Le Fanaï, l'âme humaine, intègre au commencement un Olam Bellona, une personne humaine vivante, à sa naissance. Dans de nombreuses sociétés malgaches, le nouveau-né... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.